Agir dans la cité, individu et pouvoir. En lien direct avec les entrées thématiques de quatrième, individu et société, confrontation de valeurs, et la ville, lieu de tous les possibles, le thème Agir dans la cité, individu et pouvoir est un moyen de réfléchir à l'action des individus face au pouvoir établi. Il s'agit alors de comprendre les rapports de soumission, d'oppression du pouvoir sur l'individu, mais aussi la force intrinsèque du un, c'est-à-dire de l'individu. Aussi, partagée entre la célèbre maxime des trois mousquetaires, tous pour un et un pour tous, et la non moins célèbre réflexion de Plaute, reprise plus tard par Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, l'individu et le pouvoir semblent constamment à la recherche d'un équilibre qui demeure toujours incertain, et en tout cas n'est jamais garanti. Les questions qui émanent de cette ambivalence sont nombreuses. Qui, du pouvoir ou de l'individu, est capable d'agir? Comment l'équilibre peut-il se trouver, et peut-il se trouver réellement? Quels sont les travers du déséquilibre? Enfin, comment la littérature illustre-t-elle ces tensions permanentes, et quel est son rôle dans ce duel? C'est à cette question que nous tenterons de répondre dans la suite de cette vidéo. Tout d'abord, nous analyserons la mise en place du clivage entre le pouvoir et l'individu, ainsi que la manière dont la littérature s'empare de ce climat de tension. Dans un second temps, nous verrons le traitement de la crisis et la manière dont elle peut être contournée ou affrontée par l'individu. Enfin, nous analyserons les répercussions tragiques du dénouement de la crise, tant sur l'individu que sur le pouvoir. Premier point, nous allons voir donc la mise en place du clivage entre l'individu et le pouvoir. Le clivage entre pouvoir et individu provient souvent de la montée de l'autoritarisme. En lien avec le programme d'histoire en troisième, ce sont les régimes totalitaires et leur fonctionnement qui nous intéressent particulièrement dans ce chapitre. Il s'agit de comprendre comment, force de ce que Frank Pavlov dans Matin Brun nomme les petites compromissions, un gouvernement progresse vers un autoritarisme généralement consenti par la population. Dans son court ouvrage, l'auteur aborde la question du consentement progressif. Les personnages doivent progressivement se défaire de leurs habitudes de vie afin d'adhérer à l'idéal brun voulu par le pouvoir. Cela commence par de petites actions qui ne les importunent que peu dans leur quotidien, mais cela devient de plus en plus difficile, et cette progression réduit à néant tant les tentatives de rébellion que les libertés individuelles. C'est également ce qui est mis en avant dans le film La Vague, adapté du roman de Todd Strasser. Un professeur d'histoire-géographie, chargé d'enseigner le totalitarisme à ses étudiants, fait une expérience avec ces derniers. Il leur demande d'abord de faire quelques actions très simples, qui semblent anodines, l'appeler monsieur, se lever quand on veut donner une réponse. Mais très vite, le mouvement prend de l'ampleur et sort du cadre de la classe. La Vague devient un groupe composé d'individus militants. La propagande s'installe également, ainsi que la rupture des membres du groupe avec le reste de la société. Les esprits les plus faibles entrent dans l'embrigadement des consciences, jusqu'au dénouement que vous connaissez. Aussi, ce qui est mis en évidence, c'est cette progression vers l'abolissement des libertés individuelles et collectives. Et plus, un abolissement consenti. D'où le besoin de garder une liberté d'esprit, capable de jugement, capable d'un sens éthique et moral individuel. Les mots-clés à retenir ici sont clivage, autoritarisme, totalitarisme, consentement progressif, propagande, embrigadement, abolissement des libertés individuelles et collectives, sens éthique et sens moral. Dans un deuxième point, nous allons traiter de la manière dont la littérature s'empare de la crisis, la manière dont elle parle de son contournement, de son affrontement. Le moment de crise, ou la crisis en latin, définit cet instant où le basculement s'opère entre un moment de tension et un moment de résolution. Il est à l'acmé, à l'apogée, au point le plus haut de la tension. Une fois dépassé, le conflit, en tout cas, dans tous les cas, est amené à se résoudre. Mais la résolution n'est pas forcément positive. Tant une entente cordiale qu'un bain de sang sont des éléments de résolution de la crise. Aussi, puisque la vie humaine est faite de moments de tension et de moments de résolution, la littérature n'aurait pu passer à côté. Faisons, pour illustrer cela, référence à la pièce que Jean Anouilh fait représenter en 1944, Antigone.
Anouilh remet en scène l'histoire de la jeune Antigone, fille d'Œdipe et de Jocaste, sœur d'Éthéocle, de Polynice et d'Ismène, nièce de Créon. Il se saisit des éléments narratifs principaux de la tragédie que Sophocle avait écrite aux alentours de -441 avant Jésus-Christ. Je cite un extrait de cette version initiale. C'est Antigone qui parle. Créon n'a-t-il pas décrété les honneurs de la sépulture pour l'un de nos frères, en les refusant indignement à l'autre? On dit qu'il a enfermé Éthéoclès dans la terre pour qu'il fût honoré des morts. Mais il a défendu aux citoyens de mettre au tombeau le misérable cadavre de Polynékès, mort, et de le pleurer. Et on doit le livrer, non enseveli, non pleuré, en proie aux oiseaux carnassiers, à qui cette pâture est agréable. On dit que le bon Créon a décrété cela pour toi et pour moi, certes pour moi, et qu'il va venir ici afin de l'annoncer hautement à ceux qui l'ignorent. Et il ne pense point que ce soit une chose vaine. Celui qui agira contre ce décret devra être écrasé de pierres par le peuple, dans la ville. Voilà ce qui te menace, et tu montreras avant peu si tu es bien né ou si tu es la fille lâche de pères irréprochables. La tragédie repose sur plusieurs éléments. D'une part, la représentation sur scène d'un destin tragique, irrémédiable, guidé par la fatalité. Celle-ci, ou le fatum, est le fait de penser, au contraire du déterminisme, que tous les éléments sont déjà prévus et que l'homme ne fait que subir son destin. L'homme est alors représenté de façon complètement passive, même si à l'intérieur de la pièce, il peut enchaîner une succession d'actions. C'est le cas d'Antigone, opposée à Créon. Antigone veut enterrer dignement son frère. Elle mourra pour ça. Outre la simple histoire, au moment où Anouilh reprend la pièce et la réécrit, en 1944, Antigone sonne comme un symbole. Ne suivez pas votre funeste destin et relevez-vous pour affronter les pouvoirs en place, quelle qu'en soit l'issue. Évidemment, c'est un appel à la résistance et à la désobéissance civile. Je recite Antigone sur un passage. Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête, à la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise, et puis on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle, elle n'avait qu'à pas désobéir. Et un peu plus loin, le cœur se met à parler et à résumer l'ensemble. J'en cite quelques extraits. Et voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur un beau matin, au réveil, comme de quelque chose qui se mange. Une question de trop que l'on se pose un soir. C'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. On est tranquille. Cela roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là, tout près. Et les éclats, et les orages, et les silences, tous les silences. Le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin. Le silence au commencement quand les deux amants sont nus l'un en face de l'autre pour la première fois, sans oser bouger tout de suite dans la chambre sombre. Le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur. Et on dirait un film dont le son s'est enrayé, toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien, toute cette clameur qui n'est qu'une image, et le vainqueur, déjà vaincu, seul au milieu de son silence. C'est propre, la tragédie. C'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terre-neuve, ces lueurs d'espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver, le jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. On est tous innocents, en somme. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué. C'est une question de distribution. Et puis, surtout, c'est reposant, la tragédie, parce que comme un rat, avec tout le ciel sur son dos, et qu'on n'a plus à crier, pas à gémir, non, pas à se plaindre,
à gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre, soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit, c'est pour les rois, et il n'y a plus rien à tenter. Enfin. Voilà, d'après Anouilh, toute la définition de la tragédie. Au contraire du drame, la tragédie est écrite. Cela se finira mal. Dans le drame, on peut se débattre. Même si ça finit mal, au moins on s'est débattu. Et on peut avoir toujours l'espoir que ça finisse bien. Dans la tragédie, on le sait. C'est fini avant même de commencer. Nous en arrivons à notre troisième point. Les répercussions tragiques du dénouement de la crise. Résoudre la crise, ce n'est pas forcément trouver un terrain d'entente, comme nous l'avons dit. Dans l'idée de résolution, il faut garder en mémoire toutes les fins alternatives. Le mariage, c'est aussi bien qu'un bain de sang en termes de résolution. La résolution repose sur la dissolution positive ou négative d'un moment de tension. Dans la tragédie, la résolution passe majoritairement par la mort du ou des personnages principaux. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que pendant le temps, entre le moment de crise et sa résolution, les personnages cherchent à provoquer leur destin, mais ils ne peuvent pas y échapper. C'est pour ça, comme le dit Anouilh, c'est le contraire du drame. Pour Antigone, son destin est intimement lié avec celui de la cité, avec celui de la cité de Thèbes, avec cet oncle roi, avec le pouvoir. Agir en faveur de son frère, pour Antigone, c'est faire non seulement un acte fraternel, certes, mais c'est aussi, et surtout, faire un acte politique. Je cite Antigone à nouveau. « Eh bien, tant pis pour vous. Moi je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi, votre politique, vos nécessités, vos pauvres histoires? Moi je peux dire non, encore à tout ce que je n'aime pas, et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. » En somme, le fait d'agir dans la cité confronte souvent l'individu et le pouvoir. Antigone en est un exemple parfait. De plus, sa réécriture par Anouilh fait d'elle une image symbolique de la lutte et de la désobéissance civile. Une dernière chose avant de terminer cette vidéo, qui pourra vous être utile. Quelques mots-clés pour parler d'un texte de théâtre. Dans un texte de théâtre, les personnages dialoguent grâce à une succession de répliques. C'est un mot à connaître. Si l'un des personnages parle plus conséquemment, mais que cela reste quand même un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a bien deux personnages, on dira de celui qui parle le plus qu'il fait des tirades. Si un personnage se met à parler seul sur scène, on dit alors qu'il fait un monologue. La manière dont le texte doit être dit est souvent indiquée entre parenthèses et italiques. Ces indications sont nommées didascalies. Elles ne doivent pas être lues dans le corps du texte, elles servent uniquement à mettre en scène la pièce. Enfin, une pièce de théâtre est généralement divisée en actes et en scènes.